Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public. Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase Hors-les-Murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on, évoquer les arts vivants bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Merci beaucoup, merci Lucille pour cette introduction parfaite et bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais commencer donc cet épisode du son de la scène, vous l'avez compris, qui sera en direct, enfin presque en direct, et en public avec vous, ici dans le foyer du GTP, par une citation d'un célèbre compositeur, Richard Wagner, que notre invité connaît peut-être, qui écrivait « La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots ». Et bien, nous pourrions peut-être dire la même chose de la danse. La danse commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Les mots ne disent pas tout, les gestes, les silences, les corps peuvent aussi parler. Quel honneur donc de recevoir le ballet de l'Opéra de Paris, immense et prestigieuse institution qui suscite évidemment beaucoup d'émerveillement et beaucoup de respect dans le monde entier, raison pour laquelle vous êtes ici et je vous en remercie chaleureusement pour cette rencontre. Et quel danseur ou danseuse professionnelle, quelle que soit sa nationalité, c'est important, ne rêve pas de faire partie de ce grand ballet et d'y rester. Notre invité, José Martínez, j'emploie la Jota parce qu'il est espagnol, est né à Carthagène. En 88, il entre comme sujet à l'Opéra de Paris et à l'issue de la représentation de la Sylphide le 31 mai 1997, vous me reprenez si je me trompe, José, il est nommé danseur étoile, on imagine donc à ce moment-là son émotion, une émotion partagée par tous les danseurs et toutes les danseuses qui arrivent à ce titre-là. Il dansera pour les plus grands chorégraphes. Je ne citerai ici que Pina Bausch, parce que c'est quand même pas rien, et deviendra ensuite chorégraphe lui-même à son tour. Le voici fraîchement nommé directeur de la danse de l'Opéra national de Paris. Comment fonctionne le ballet ? Quelle est la routine d'un danseur étoile ? Comment devient-on étoile ? Voici quelques-unes des questions que je vais avoir la joie de poser à José Martínez avant de vous donner évidemment la parole pour une dizaine de minutes à la fin de cet échange qui durera à peu près une demi-heure. Bienvenue donc dans le podcast du son de la scène en public. Merci de vous faire entendre. Épisode 1, saison 3. José Martínez, bonsoir à vous. Bonsoir. Quelle joie de vous avoir ici à mes côtés. Alors je dois le dire parce que à la radio on donne des images, on a rehaussé un petit peu le micro, vous le voyez, mais il y a un gaffeur, du scotch qu'on emploie en général sur scène pour pouvoir rehausser le micro parce que vous êtes très grand, José. Et puis il y a des formations professionnelles de tenir son dos tout droit. Ça fait partie des formations professionnelles du danseur. Oui. Et c'est une formation aussi finalement. C'est aussi une formation. Oui. Quel est le premier souvenir pour vous du ballet à l'Opéra de Paris ? Qu'est-ce qui vous vient comme ça spontanément ? On n'a pas préparé cet entretien pour le garder le plus naturel possible. Mais en fait, quand j'ai commencé la danse, j'étais donc en Espagne. J'étais un petit garçon qui connaissait rien. J'ai commencé à danser puisque j'aimais danser. Et j'avais aucun repère. Je ne savais pas ce que c'était qu'une compagnie professionnelle. Je n'avais jamais vu de vidéo de danse. La première que j'ai vue, c'était Rudolf Nureyev et Margot Fonteyn dans le Corsaire. Donc c'est vrai que ça fait un lien avec l'opéra, puisque Rudolf Nureyev a été directeur de l'opéra. Mais j'ai commencé à danser sans savoir ce qu'était l'Opéra de Paris. Quand je cite cette citation de Richard Wagner, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Est-ce que c'est la même chose pour la danse ? Est-ce que la danse peut remplacer les mots ? Alors, il y a un comédien de la Comédie Française qui est venu voir le spectacle avant-hier et m'a dit « Vous avez de la chance, parce que nous, on a le problème de la langue, et vous, le langage de la danse, c'est international. Nous, on peut voyager au Japon, on peut aller en Australie, et tout le monde va comprendre les sensations, les émotions
qu'on véhicule quand on danse. Donc c'est un langage, la danse. C'est un langage, on parle avec notre corps. C'est l'art d'exprimer des sentiments, des émotions avec notre corps. Mais revenons à l'époque où vous êtes petit garçon et que vous ne connaissez rien à la danse et que vous commencez à danser. Je pense qu'on a tous et toutes déjà l'image. Vous dansez sur quel type de musique? Parce qu'il faut quand même peut-être un peu du son. Oui, alors en fait, je dansais... Enfin, ma mère dit que quand j'avais 5 ans, je dansais même sur la musique du journal télévisé. Mais en Espagne, donc. En Espagne, vous vous souvenez ce qu'elle fait ou pas cette musique? Non, je m'en souviens pas. Mais en fait, mon premier cours de danse, ça a été totalement par hasard. C'est ma petite sœur qui allait à l'école, qui faisait de la danse. Et il y avait une fête déguisée avant les vacances de Noël. Ma maman n'a pas pu aller l'accompagner. Donc j'avais 9 ans, je suis allé l'accompagner. Du coup, c'était une fête. Et je pensais que faire de la danse, c'était une boum. Ok, voilà. C'était festif donc. Voilà, donc vraiment, la prof de danse a dit à la fin quand ma mère est venue nous chercher, mais pourquoi le garçon, il veut pas essayer? J'ai dit oui, je veux essayer. Après les vacances de Noël, je suis venu, j'ai fait mon premier cours de danse en m'accrochant à la barre, et j'ai dit, ça, moi, je veux pas faire. Oui. Je veux pas travailler tout ça, mais la prof a été assez rusée, elle m'a dit, bon, toi, tu vas préparer le spectacle de l'école, qui était quelques mois après, tu vas pas faire de bar, pas d'entraînement. Et je me suis retrouvé sur scène 2 mois après en train de faire John Travolta dans Grease à 9 ans. Donc en fait, mon premier spectacle de danse a été Grease. D'accord. Et après le spectacle, elle est venue me voir en me disant, mais maintenant, si tu veux continuer à faire ça, il faut t'accrocher à la barre et commencer à travailler. Et oui, et là commence une autre étape, évidemment. C'est intéressant qu'un directeur de la danse de l'Opéra national de Paris ose dire qu'il a joué John Travolta pour la première fois sur scène. Merci pour cette honnêteté-là, José Martinez. Bon, vous parlez du travail, on va y revenir évidemment quand on parle du Ballet national de l'Opéra de Paris, mais vous êtes un garçon à cette époque-là, et faire de la danse pour un garçon, c'est pas tout à fait évident, non? C'était pas... Comment dire, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'étais le seul garçon dans mon école. J'étais le seul garçon après au conservatoire à me présenter aux examens. Et c'est quand je suis arrivé à l'école de danse Rosella Hightower, 4 ans après, où j'ai découvert qu'il y avait d'autres garçons comme moi qui voulaient faire de la danse. Oui, c'est ça. Et là, il n'y a pas eu de souci. Ça vous êtes jamais posé la question? Je me suis jamais posé la question. Moi, je dis souvent que c'est pas moi qui ai choisi la danse. Quelque part, c'est la danse qui m'a choisi. Donc, j'ai suivi mon parcours. Vous avez suivi votre chemin. Le travail, évidemment, que l'on soit corps de ballet, sujet, quadrille, coryphée, soliste ou encore étoile, à l'Opéra de Paris, c'est, j'allais dire, là aussi une évidence. Sans travail, il n'y a pas de réussite. Sans travail, d'évolution. On peut être très doué. S'il n'y a pas un travail derrière, il faut quand même travailler son corps tout le temps. La danse classique, il y a un côté anti-naturel. Cette chose est tournée en dehors. Ça se travaille, ça se maintient. Et puis la carrière du danseur, même si on dit qu'elle est courte, elle est quand même longue. Puisqu'un danseur à l'opéra rentre à 16-17 ans et part de l'opéra à 42 ans, par rapport à des sportifs de haut niveau qui ont une carrière beaucoup plus courte. Donc en fait, pour durer et pour évoluer, il faut avoir un travail régulier. Un travail régulier, un travail exigeant, c'est souvent ce qu'on dit de l'Opéra de Paris notamment. Un travail difficile ou un travail décourageant parfois ou pas? C'est décourageant. Il y a toujours cette chose de remonter sur scène, d'aller faire un spectacle et l'adrénaline qu'on ressent. Et c'est comme moi quand je dansais Grease. Après, j'étais d'accord de venir faire là-bas. Donc en fait, c'est ça, comme en tant que directeur de la danse, c'est motivant de chercher à programmer des spectacles qui vont faire grandir les danseurs, qui vont les faire évoluer artistiquement pour qu'ils soient motivés pour durer. Alors vous avez eu beaucoup, je reste un peu sur votre carrière avant de parler de désormais votre carrière de directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Vous avez eu beaucoup de rôles de prince. Est-ce que ça vous a pas un peu ennuyé au bout d'un moment? Alors, j'ai eu des rôles de prince, j'en ai eu beaucoup parce que j'étais grand, il fallait des partenaires aussi. Mais en fait, parallèlement à ça, j'ai commencé à avoir des expériences avec des chorégraphes contemporains. La première, ça a été Matsek en 1992, donc relativement vite. Et donc, j'ai commencé à alterner entre classique et contemporain et je trouvais que c'était... c'était très intéressant. À un moment donné, à l'Opéra de Paris, le répertoire sous Brigitte Lefebvre a tellement évolué. Et il a évolué comment, justement? En fait, il y a eu cette ouverture vers le contemporain qu'a commencé à faire Rudolf Nureyev. Brigitte Lefebvre, après, pendant 20 ans, elle a continué à le faire de façon à que, en tant que danseur classique, j'ai pu travailler avec Matsek, j'ai pu travailler avec Pina Bausch, que vous citiez tout à l'heure, j'ai pu travailler avec Jean-Claude Galota, avec William Forsythe. Et donc,
cette évolution a continué et aujourd'hui, il y a des chorégraphes contemporains qui viennent avec des propositions qui sont tout à fait différentes, où la danse classique n'est plus du tout présente et ça motive les danseurs. Vous êtes revenu à un programme qu'on va voir ce soir au Grand Théâtre de Provence, à quelque chose d'assez classique. Oui. Pour quelle raison alors? En fait, l'année dernière, il y a eu un programme contemporain qui a montré l'excellence de nos danseurs dans le contemporain. Le souhait du festival était d'avoir nos danseurs étoiles et de les voir évoluer dans un autre répertoire. Donc j'ai essayé de ouvrir un éventail de toutes les possibilités qu'offre la danse classique, tout simplement pour montrer un spectacle différent de ce qui a été fait l'année dernière. Alors je le disais, vous devenez étoile à ce moment-là, donc on est en quelle année? 97, c'est bien ça. Être étoile, ça veut dire quoi avant? Parce que moi ce qui m'intéresse, et je pense qu'il nous intéresse aussi, c'est le processus. Comment on devient danseur étoile? Est-ce qu'on est nommé? Est-ce qu'on est promu? Alors on rentre dans le corps de ballet, on est quadrille. Il y a un premier concours de promotion. Dites-nous un petit peu, de quadrille, on passe coryphée. Ouais. C'est toujours dans le corps de ballet. Après, on devient sujet, 3e échelon. Là, on commence à danser des rôles de soliste. Après, on peut devenir premier danseur. C'est toujours avec ce concours de promotion. Et donc, la nomination vient ou pas, selon les choix et les goûts artistiques du directeur ou de la directrice de la danse. En fait. D'accord, donc c'est vraiment le directeur pour devenir qui étoile, ouais. C'est une nomination. Voilà. Il n'y a plus de concours interne pour monter. En revanche, pour les échelons en amont, là, ce sont des concours. Chaque année, et en fonction des places disponibles, quand il y a un danseur qui part, il y a un autre qui peut monter dans la hiérarchie. Donc ça veut dire que chaque année, les danseurs et danseuses du ballet de l'Opéra de Paris se remettent en question. Ils se remettent en question et surtout, ils doivent préparer ce concours qui est quand même en dehors du travail qui se fait pour les spectacles. Et donc là, cette année, c'est prévu au mois de novembre. Il y a un jour pour les femmes, le lendemain pour les hommes. Et tout le monde fait sa variation sur scène de l'opéra avec le public. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, José Martinez, quand vous devenez danseur étoile? On a dû souvent vous poser la question, mais enfin, c'est pas rien. Oui, mais moi, c'était un peu particulier parce qu'en fait, j'ai été 5 ans premier danseur. Oui. Et pendant les 5 années où j'étais premier danseur, j'ai dansé tous ces rôles de prince, en plus des expériences avec des chorégraphes contemporains. Donc, quelque part, ma nomination est venue pas comme une surprise. On me disait à chaque fois que j'allais danser un nouveau rôle, ce soir ils vont te nommer, et ça n'arrivait pas. Ce soir ils vont te nommer, et ça n'arrivait pas. Mais c'est horrible, bon, non? Non, parce qu'en fait... Ça va, ça vous passe... en fait, j'avais de plus en plus de rôles. Oui, donc finalement, le titre, c'est bien, mais les rôles, c'est mieux. Voilà. Et donc, finalement, le jour où c'est arrivé, c'était comme une... comment dire, comme une consécration, bien sûr, mais ça m'a ouvert la porte à d'autres rôles, donc c'était la suite logique. Vous êtes, je crois, l'unique danseur d'origine espagnole, ça c'est hyper important de le souligner, à avoir été nommé étoile. Alors peut-être plus l'unique tout à fait. Non, il y a Rosetta Mori, qui a été étoile en 1856, quelque chose comme ça. Bon, alors mais du XXe siècle, que ça compte pas. Non, ça compte, mais voilà, paix à son âme. Mais en tout cas, au XXe siècle, c'est vous, et au XXIe aussi. Et qu'est-ce que ça fait quand même? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de l'Opéra de Paris? Parce que c'est quand même pas rien. On vient d'un autre pays et on représente la France, en un sens. L'Opéra de Paris, c'est une grande institution française, mais bien sûr, elle est en évolution. Et elle évolue peut-être pas au rythme de notre société. Il y a des fois où la société va plus vite et justement, ça fait partie du travail que j'ai à faire, c'est d'aider cette institution à évoluer, aller vers l'avenir. Et cette mixité, à l'époque où moi je suis rentré dans le corps de ballet, c'était établi qu'il pouvait y avoir que 5% d'étrangers dans le corps de ballet. Maintenant, ça a complètement disparu. Il y avait un quota à l'époque. Oui, il y avait un quota. Tout ça n'existe plus. Il y a des gens de toutes les nationalités. C'est complètement ouvert. C'est vrai que certaines voix, comme l'étoile Germain Louvet, qu'on recevait l'an dernier, d'ailleurs ici même pour la rencontre, ont récemment un peu dénoncé la présence de stéréotypes, disons, et le manque de diversité. On va dire, un public, enfin des danseurs, danseuses très blancs, on représente un peu moins ce qu'est la France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que ça nécessite du temps aussi pour accéder jusqu'au monde de la danse? C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que des gens venus d'origines différentes et des gens de couleur aient envie de faire de la danse classique et à haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils rentrent dans l'école pour pouvoir rentrer dans la compagnie. C'est-à-dire maintenant, dans les auditions à l'opéra, on cherche des bons danseurs. Oui, quelle que soit la nationalité ou l'origine. C'est pas une question de on veut tout le monde à la même taille, les cheveux de la même couleur. Ça, c'était ça a beaucoup changé aussi. Bien sûr. Que l'image que celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, d'ailleurs, la danse classique se font de l'opéra ou du Ballet National de l'Opéra de Paris, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rigoureux. Oui, mais ça l'est en fait. Mais c'est pas dans les couleurs des cheveux. Oui, c'est-à-dire que l'homogénéité dans le corps de ballet doit être dans la façon de danser, le fait que tout le monde respire la musique de la même façon.
Et puis il y a une école, on va dire école française, qui vient de l'école de danse, où il faut s'intégrer, enfin, il faut apprendre cette façon de danser. Et donc, l'homogénéité vient de là, de la façon dont on aborde les ballets. Qu'est-ce qui reste, José Martinez, avec nous ici dans Le Son de la Scène, le podcast des théâtres, qu'est-ce qui reste de l'Espagne aujourd'hui, dans votre manière d'avoir dansé ou de programmer des spectacles aujourd'hui? Je suis espagnol de nationalité, donc à chaque fois que je dansais, je pense que ça se voyait un petit peu. Maintenant, ma culture... Mais comment? Pourquoi je suis venu en France à 14 ans. Okay. Donc en fait, toute ma formation, j'ai passé mon bac en France, j'ai fini mes études, les études de danse aussi au centre de danse Rosella Hightower. Donc ma formation et ma culture est complètement française. Après, c'est vrai c'est une question de tempérament en fait. C'est pas forcément une question de nationalité. Là aussi, c'est une question de le mouvement de son propre corps. Voilà, c'est exactement. Ça qu'on va essayer de mettre en harmonie avec le reste des danseurs. Vous êtes directeur de la danse donc depuis décembre 2022 à l'Opéra de Paris. Vous vous retrouvez à la tête d'un ballet de 154 danseurs et danseuses pour, je crois, 190 représentations annuelles. Ça met quand même un petit peu la pression, parce que vous avez l'air très détendu, José Martinez, mais enfin quand même. En fait, j'ai dirigé le Ballet National d'Espagne pendant 8 ans. C'est vrai, oui. C'était une compagnie d'une 50aine de danseurs, en fait une compagnie forcément plus petite, qui n'avait pas un théâtre. Et c'était assez difficile de faire tous nos spectacles en tournée, de faire une programmation. Donc c'est vrai que diriger l'Opéra de Paris, c'est un défi, un vrai défi. Mais à la fois, je connais très bien cette compagnie. J'y étais pendant 24 ans. On dispose de 2 théâtres, 154 danseurs, un budget conséquent pour pouvoir monter des belles productions et un répertoire existant. Donc en fait, je pense que c'est presque le rêve de tout directeur, de diriger l'Opéra de Paris. Maintenant, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contrariétés. C'est aussi qu'il faut faire attention à 154 danseurs avec cette société qui évolue aussi. Avant, on disait aux danseurs, ne parlez pas, vous devez danser, etc. Maintenant, il y a à installer une relation de confiance, il y a à échanger, il faut que les gens se sentent bien aussi dans le travail pour les amener à évoluer. Donc, c'est un travail intense. Vous êtes proche de chaque danseur et chaque danseuse ? Oui. De quelle manière, du coup? En fait, à mon arrivée... Vous êtes quand même directeur, donc il y a une relation bien sûr, de hiérarchie. Il y a une distance qui doit être là, mais j'ai ouvert la porte de mon bureau pour avoir des entretiens avec chacun des danseurs dès mon arrivée. D'ailleurs, je pensais que j'allais finir plus rapidement et j'ai à peine terminé avec les 150 depuis entre décembre 2022. et juillet. Mais le problème, c'est que comme on fait le premier entretien, maintenant on commence le deuxième. Ouais. Donc en fait, j'ai compris que ça sera tout le temps. Vous avez tout le temps ça être fait en partie. lien avec eux. Mais en fait, à chaque fois, il y a cette confiance un danseur qui n'est pas distribué, moi je dois choisir qui va danser aujourd'hui, qui va pas être distribué. Donc je pense que s'il comprend pourquoi il danse pas ce jour-là, d'abord il va mieux le vivre, et puis je vais pouvoir lui donner aussi des clés pour qu'il progresse et que la prochaine fois, ça sera lui mon choix. C'est vous, c'est le directeur de la danse ou la directrice de la danse qui annonce les promotions et qui choisit et distribue les rôles? Alors les promotions, elles se font par le concours de promotion. Ouais, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un jury de 12 personnes qui choisit avec moi. Maintenant, les nominations d'étoiles, c'est le directeur général. Moi, je propose au directeur général et lui fait la nomination. Et la distribution des rôles, des partenaires dans chaque spectacle? La distribution des rôles, par rapport à mes maîtres de ballet qui travaillent avec moi, avec tout ça, on décide tout ça ensemble, mais c'est ma décision. C'est votre décision. Vous n'avez pas peur d'être impopulaire parfois? On n'est pas directeur de la danse pour être aimé de tout le monde, c'est impossible. Ouais. Ce soir, il y a 40 danseurs qui sont là sur les 150. Donc il fallait en amener 40. Bon, remarque, les autres sont à Paris en train de faire un autre spectacle. Ça va. Donc ça, c'est vrai ça aussi console. que dans la chose de programmation, le fait d'avoir 2 théâtres, de pouvoir faire des tournées, il y a aussi un Tetris pour faire que tout le monde soit sur scène le plus longtemps possible. Donc en fait, on choisit pas toi oui, toi non. C'est toi tu fais ce ballet-là et toi tu vas faire l'autre ballet. Mais tout le monde est en train de travailler. C'est ça. Et tout le monde fait partie de la même équipe, un finalement. danseur qui danse est un danseur heureux. Donc si on les fait danser beaucoup... Ouais. Ils sont heureux. Voilà. Et un danseur heureux est un danseur qui danse, du coup. Tout à fait. Ça marche dans l'autre sens. Tout à fait. Vous êtes resté effectivement plus de 20 ans danseur à l'Opéra de Paris, enfin au ballet de l'Opéra de Paris. Est-ce que ça aide à connaître un petit peu les rouages, les coulisses quand on devient directeur de la danse, plutôt que d'être parachuté, c'est arrivé. Hein, tout à fait, le fait de connaître la compagnie. En plus, j'ai été aussi chorégraphe dans la compagnie, j'ai monté Les Enfants du Paradis en 2008, donc j'avais déjà dirigé des équipes de machinistes, maquillage, costumes, etc. Le fait d'être passé par toute la hiérarchie, d'avoir été dans le jury de promotion... Donc, il y a une vraie connaissance de la maison qui est un atout important. J'aimerais qu'on s'arrête, vous l'avez cité, sur Les Enfants du Paradis, parce que vous êtes intéressé par le cinéma. C'est un grand film français, enfin, ça fait partie de
du panthéon des films français. Pourquoi vous êtes intéressé à celui-ci? Et pour celles et ceux qui nous écoutent ici ou en podcast, qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce film, est-ce que vous pourriez nous la raconter de votre point de vue de chorégraphe, disons? Alors, en fait, c'était l'idée de Brigitte Lefebvre de monter un ballet, de travailler de créer des nouveaux ballets qui utilisaient le vocabulaire classique en racontant des nouvelles histoires. Et c'est vrai qu'on a pensé que ce film, en fait c'est 2 films, c'est presque 4 heures de film, dans le film parle du théâtre dans le théâtre, et les enfants du paradis, c'est le public qui est là-haut au poulailler en fait. Donc on trouvait qu'il y avait 2 lectures à la fois. Ça raconte une histoire d'amour impossible, etc. Donc on a nos rôles de solistes, mais que la partie principale du film est jouée par la foule, dans ce carnaval, dans tout ce qui se passe dans le film. Et donc, il y avait de quoi faire un ballet, comme les grands ballets classiques, comme le Lac des Cygnes ou la Bayadère, en racontant cette histoire-là. C'est pas trop difficile de passer du cinéma à la danse? C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que, en plus, les dialogues sont de Jacques Prévert. Donc, on parlait au début du podcast du langage. Ouais. Donc, au début, c'était très compliqué de voir comment on allait raconter cette richesse. Et puis, finalement, on est allé à l'essentiel, qui sont les sentiments. J'ai une anecdote marrante avec ça. C'est mes parents qui sont venus voir le spectacle et qui m'ont dit, ça nous a beaucoup plu. Mais on n'a rien compris au ballet. Et je dis, mais comment ça, vous n'avez rien compris? Il y avait une histoire, il y avait donc une femme qui était amoureuse de quelqu'un qui était très timide. Finalement, elle avait une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle aimait l'autre personne. Et puis finalement, elle est partie seule. Et je dis, mais vous avez tout compris, en fait. Pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas compris? C'était eux qui ont dit ça. C'est eux qui m'ont dit, c'était très très beau, mais on n'a pas compris le ballet. Je dis, mais vous avez compris l'essentiel, en fait, parce que c'est Balanchine qui disait, on peut montrer sur scène que 2 personnes s'aiment, on peut montrer une relation, mais on peut difficilement expliquer si c'est la belle-sœur ou le beau-frère. Voilà. Donc, en fait, il faut pas, quand on raconte une histoire, rentrer dans le détail au point où le langage est nécessaire pour pouvoir expliquer l'histoire. Ça doit s'expliquer à travers de la mise en scène, à travers des rapports entre les personnages. Et là, c'était très intéressant dans Les Enfants du Paradis, puisque la foule et les solistes, ça créait cette dimension où on comprenait ce qui se passait plus facilement. C'est le mouvement, qui va tout déterminer, faire comprendre, c'est ça? C'est le mouvement et c'est le rythme. Et en plus, avec la personne qui avait fait les costumes et les décors, on avait fait quelque chose pour diriger l'œil du spectateur. C'est-à-dire que tous les décors étaient en noir et blanc. Ouais. Les costumes étaient dans des teintes de gris, de noir et de blanc. Et les personnages principaux, elle avait une robe rouge. Lui, il était en marron. Donc, en fait, on dirigeait l'œil du spectateur alors qu'il y avait 70 personnes sur scène pour voir là où c'était le moment important pour que justement les gens comprennent ce qui se passait. Vous parliez, José Martinez, ici dans ce podcast, le son de la scène Les Enfants du Paradis, donc qui représente le poulailler, donc les personnes qui sont un peu éloignées des meilleures places, on va dire, au théâtre. Comment vous, en tant que directeur de la danse de l'Opéra de Paris, vous avez envie d'amener le plus de public à la danse classique qui, encore une fois, comme l'opéra d'ailleurs, s'avère difficile à amener à tous et à toutes? C'est quoi votre... À l'opéra, mission. Quand on programme un ballet classique, c'est toujours plein et ça manque toujours. On voudrait faire plus de représentations. C'est pour ça qu'on a monté le nombre de spectacles de 170 à 190. Et ce soir, c'est plein au Grand Théâtre de Provence. Et voilà, donc c'est bien. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est que les gens voient qu'on sort de l'opéra et qu'on n'est pas enfermé dans le bâtiment. C'est pour ça que toutes les actions, comme on a fait ici, avoir des danseurs qui viennent rencontrer les gens dans des lycées, dans des quartiers défavorisés, de faire des journées de portes ouvertes. Là, on va commencer à partir d'octobre à l'amphithéâtre Bastille, qui est notre petit théâtre. On va faire des répétitions publiques, des répétitions ouvertes où les gens vont pouvoir venir voir comment on fait le montage de Casse-Noisette, comment on fait le montage de Gisèle. Je pense que les gens ont envie de voir aussi ce qu'on ne voit pas d'habitude dans un spectacle. Ouais. Les coulisses et surtout que les danseurs, c'est difficile. Parce qu'en fait, dans les spectacles, on montre toujours que tout est facile, on ne doit pas avoir d'effort. Mais en fait, dans les répétitions, c'est souvent difficile et les gens, je pense qu'ils aiment bien voir ça. Et c'est aussi une manière de montrer que les danseurs sont humains et que pourquoi pas essayer. Moi, à Madrid, on a même fait des ateliers où les gens venaient voir des répétitions et après on a inversé la chose, on faisait monter le public sur scène et les danseurs dans la salle et on donnait un petit mini cours de danse aux gens pour qu'ils expérimentent, qu'ils voient les lumières et tout ça, et à chaque fois c'est des gens qui disaient mais on va suivre la compagnie parce qu'on a été conquis par cette expérience. Oui, ça fait une fidélité du coup du public à la compagnie. José Martinez, quel a été je fais un peu des incursions dans votre période de danseur évidemment parce que ça représente une grande partie de votre vie. Quelle est la chose
chose la plus difficile à entendre qu'on ait pu vous dire? Et en même temps, on va aussi parler de joie, le plus beau compliment qu'on vous ait fait. D'accord. Alors, la chose plus difficile qu'on m'a dite... Ou vexante, oui, vous voyez. J'ai pas de doute, je sais très bien, puisque ça m'a marqué. C'est la première fois que j'ai dansé le Lac des Cygnes, et le maître de ballet avec qui j'avais travaillé, à la fin du spectacle, juste quand le rideau s'est fermé, je dansais, j'étais premier danseur, donc j'avais droit qu'à un seul spectacle. Un solo? Ouais, non, un seul spectacle. Un seul spectacle du Lac des Cygnes complet, la première fois que je dansais en entier. Et donc à la fin, elle m'a dit, alors c'était très bien, tu as fait toutes tes variations, tout était très bien, mais il n'y avait pas d'émotion, ça passait pas au public, ça n'allait pas assez loin. Et je me suis dit, bon, elle a certainement raison, mais c'est pas le moment de dire ça. Quand on vient de finir le spectacle, qu'on est en pleine d'émotion, il fallait attendre le lendemain, faire un débriefing le lendemain et continuer à travailler. Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Depuis, à chaque fin de spectacle, quand je voyais les maîtres de ballet arriver sur scène, je disparaissais. Je me suis dit, ils me le diront un autre jour, même si c'est pour me dire que c'est très bien, je préfère garder ma sensation que ce qu'on va me dire. Et maintenant, je suis arrivé en décembre et j'ai déjà eu quelques danseurs qui m'ont dit, mais on trouve qu'à la fin des spectacles, vous faites pas beaucoup de commentaires, vous ne dites pas. Et en fait, on vous le reproche maintenant du coup. Voilà, non, je ne fais pas de reproche. Je préfère que les danseurs restent avec leurs propres sensations après avoir dansé. Et donc, on peut dire quand même quelque chose, mais sans rentrer dans le détail et surtout pas se mettre à faire des corrections. C'est, comment dire, pour moi, danser, c'est une fête. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est une boum. Donc, voilà, c'est une boum. Pendant toutes ces années. Donc, du coup, qu'on vienne te dire ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, il faut que tu travailles ça, c'est dans le studio que ça se passe. Ouais, c'est après coup. Voilà. Et le plus beau compliment, alors? Le plus beau compliment. C'est quand on vous a dit que vous avez fait passer beaucoup d'émotions jusqu'au public. Non, parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai décidé que j'allais me fier à mon propre critère. Ouais, mais c'est dur, ça, de se fier à son propre critère quand on fait partie de l'Opéra de Paris. Oui, mais ça m'a fait quand même grandir, cette chose-là, en fait. Voilà. Ouais. Donc, en fait, le plus beau compliment? Le plus beau compliment. Vous l'avez pas, c'est ça, vous m'avez emmené dans un autre chemin pour pas répondre à la question. Donc, vous êtes malin, c'est bien. Vous parliez de critères, justement. Quels sont les critères pour entrer à l'Opéra de Paris? Parce que je vois beaucoup de jeunes, de personnes assez jeunes qui s'intéressent à la danse et qui peut-être projettent d'y rentrer. Je crois que la plus jeune danseuse, elle a 17 ans. Alors, pour rentrer dans le corps de ballet, ouais. on peut, il faut une autorisation des parents si on est mineur, mais on a eu déjà des danseuses qui sont rentrées à 16 ans en terminant l'école de danse. Wow. Et donc, cette année, la plus jeune, Lisa Petit a 17 ans. 17 ans. Et les critères pour y rentrer alors? Alors, les critères pour y rentrer dans la compagnie, il y a un minimum de technique, on va dire, classique à avoir. Et pour moi, personnellement, c'est une question de personnalité aussi. Ah, voilà. Parce qu'il y a cette chose d'homogénéité, mais il y a aussi que dans le corps de ballet, et d'ailleurs, là, avant le spectacle, je vais aller parler aux danseurs, parce qu'en regardant le spectacle de hier, je ne l'ai pas dit à la fin du spectacle. Vous leur dites avant de monter sur scène, là? Avant le spectacle. Mais si, non, parce que là, je vais les motiver. Ah, d'accord. Là, je vais leur dire que c'était très bien hier. On leur souhaite du courage. Non, je vais leur dire que c'était très bien hier, d'accord. Mais qu'en fait, j'aimerais bien voir que dans le corps de ballet, en dehors du fait qu'ils doivent être tous ensemble et à l'unisson, etc., je veux voir la personnalité de chacun d'entre eux. C'est quoi un danseur qui a de la personnalité? C'est un danseur qui attire l'œil. En fait, quand on voit une ligne de 10 danseuses, notre œil va aller vers quelqu'un. Donc il faut que tous les yeux soient attirés par tous les danseurs et danseuses. Voilà, exactement. Et du coup, le public est là, et du coup, le spectacle est magnifique. Vous expliquez vachement bien. Je pense que vous pouvez dire exactement la même chose aux danseurs et aux danseuses qui attendent impatiemment derrière la scène du Grand Théâtre de Provence. Une dernière question avant de donner la parole au public, qui en a sûrement à vous poser, José Martinez. Vous parliez de vos parents tout à l'heure. Comment ils ont réagi quand vous êtes devenu danseur? Alors, ça m'a toujours, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné quand même. Ils ne faisaient pas partie d'un milieu artistique du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils faisaient quoi, vos parents? Il n'y a personne dans ma famille. Donc, ma mère était institutrice et mon père avait un magasin de vêtements. D'accord. Donc, il n'y avait personne dans ma famille dans le monde artistique. En plus, je suis de Carthagène, une petite ville dans le sud où il n'y avait rien, pas de danse, rien de tout ça. Et donc, c'est ma prof de danse qui a convaincu mes parents, qui a dit, moi, j'ai appris au petit garçon tout ce que je pouvais lui apprendre. S'il veut aller plus loin, il faut qu'il parte, il faut qu'il aille à Madrid ou qu'il aille à l'étranger. Et donc, j'ai toujours été surpris quand même. En 1984, Franco était mort depuis quelques années et mes parents ont eu le courage de me laisser partir à l'étranger pour que je puisse faire de la danse. Oui, Franco, il meurt en 79, voilà. C'est ça? Donc on est en 84, on n'est pas remis de la dictature. Tout à fait. Et donc un petit garçon qui va devenir danseur dans une petite ville du sud de l'Espagne. Je pense que mes parents ont vu qu'en fait, je voulais faire que ça.
et que je dansais toute la journée. Et ils se sont dit, on doit y aller. Et que la vie est une fête quand vous dansez. Ça, c'est moi qui l'ai dit. José Martinez, c'est un bonheur d'échanger avec vous. En tout cas, vous avez une humilité absolue, je tiens à le souligner, parce que vous êtes quand même, je le dis à nouveau, directeur de la danse de l'Opéra de Paris, ce qui n'est pas rien. Et voilà, c'est très beau de voir votre simplicité et votre enthousiasme. La boum continue pendant une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser à José Martinez, n'hésitez pas. On a un très très jeune homme qui veut poser une question. Tu vas le dire dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment ? Ivan. Salut Ivan, on t'écoute. Juste depuis quel âge tu es directeur de la danse? Ah, j'ai cru depuis quel âge tu danses? Depuis quel âge je danse? Non, alors du coup, non. Depuis quel âge vous dansez? Je danse depuis l'âge de 9 ans. D'accord, et voilà. Directeur de la danse, en gros, il vous demande votre âge, Ivan. Voilà. Ah, mon âge maintenant? Oui, parce que vous l'avez été nommé en 2022. La première fois que vous étiez le directeur de l'Opéra de Paris? Alors, la première fois que j'étais directeur de l'Opéra de Paris, c'est juste en décembre dernier, ça fait 8 mois. 8 mois. Et donc, quel âge vous avez, José? J'ai 54 ans. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Tu as une autre question? Je suis rentré dans le ballet de l'Opéra à 18 ans. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à 42. Après, je suis parti en Espagne diriger une autre compagnie. Et 12 ans après, je suis revenu à l'Opéra. Tu fais de la danse, Ivan? Oui. Tu aimes ça? Oui. Et tu aimerais bien rentrer à l'Opéra de Paris? Il sait pas, il a dit oui, mais en faisant comme ça. Il faut beaucoup travailler, mais avec un directeur comme moi, après, c'est la fête quand même. Hein. Ouais. Tu as quel âge, Ivan? 7 ans. 7 ans. Bon, il faut rester 10 ans. Oui. D'accord, c'est bon? Ouais. Vous signez, José? Ça marche. Merci, dans 10 ans, on se revoit alors? Dans 10 ans, tu danses pour José Martinez. Merci pour ta question, Ivan. Est-ce qu'il y a une autre question à poser? Un éclairage sur la vie aussi au ballet, à l'Opéra de Paris ou pas? C'est Ivan qui a ouvert le bal. Franchement, il a été hyper courageux. Non? Non? Vraiment pas? Ah, madame, merci. Ah, et là-bas, il y a une autre question, Marina, aussi. Oui. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un danseur que je ne connais pas du tout, des années 1800 et quelques. Oui, un à espagnol. propos d'une nomination d'étoile. Et je croyais que le statut d'étoile était beaucoup plus récent. Il date de quand exactement? Alors là, il faudrait que je me regarder sur mon téléphone, je ne vais pas si vous mentir, mais je pense que c'est le fait de faire les nominations de cette façon-là. Mais quand on a fait la création de Coppelia, quand il y a eu Gisèle, toutes ces danseuses-là, c'était les étoiles de l'époque. En fait, c'est pour ça, d'ailleurs, au foyer de la danse, il y a les dates de l'entrée à l'opéra de chacune, de Rosetta Mori, de Emma Livry, de toutes les créatrices de tous les ballets à l'opéra. D'accord, merci. Il n'y a pas de réseau dans le Grand Théâtre de Provence, donc je ne peux pas pomper sur mon téléphone, je suis désolée. Il y aura ici et juste là-bas, c'est ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Combien il y a de danseurs étoiles au l'Opéra de Paris? Étoiles, hein? Oui. Parce qu'en tout, il y en a combien? Je l'ai dit 154. Pas écouté. Non, il y a combien de danseurs étoiles? Alors, José. Oui. En fait, il n'y a pas un chiffre précis. C'est autour entre 8 et 10 hommes et 8 et 10 femmes. Et puis quand quelqu'un part, donc quand il y en a un qui part à la retraite, et donc ça se renouvelle. Donc il y a le temps que le directeur décide de qui va être le prochain. Donc c'est un peu aléatoire. Mais après, ça marche aussi en fonction du nombre des premiers danseurs, puisque les premiers danseurs font les rôles d'étoiles pour devenir étoile. C'est une excellente question. Alors, on va respecter peut-être l'ordre, Marina, au fond, et ensuite on reviendra ici. On a encore le temps. Là. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur la retraite des danseurs après, procès, pour finir. Ah ben voilà. Ah ben c'est ça. Eh ben allez-y, je vous la donne. Voilà. C'était pour savoir si vous dansez encore. Oui, dans sa chambre. Ah, voilà. Non, je m'entraîne un petit peu et le fait de faire des chorégraphies, et je suis avec les danseurs dans le studio, donc je travaille avec eux, mais je danse plus en scène, j'ai plus besoin là. Et en fait, la gestion de 154 danseurs, ça me prend quand même pas mal de temps pour pouvoir m'occuper de mon corps. Ouais, c'est ça. Avant de donner la parole, effectivement, puisque vous parliez de est-ce que vous dansez encore, la retraite des danseurs, elle se fait jeune. La retraite de danseurs à l'Opéra de Paris, elle se fait à 42 ans. Ah, je pensais plus jeune. Non, c'est 42 ans. 42 ans. Il y a ce qu'on appelle la reconversion, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi les danseurs et les danseuses à avoir un autre travail, un autre boulot dans leur vie. Tout à fait. Donc ils font des études à côté. Alors ça dépend. Il y a des danseurs qui restent dans le milieu de la danse, en donnant des cours de danse, en devenant chorégraphe. Il y en a d'autres qui font carrément autre chose.
Donc ça se passe dans les dernières années. C'est organisé pour leur permettre de faire une reconversion. Vous avez un exemple de reconversion? Ah bah, il y en a beaucoup en Ouais. fait. Il y a, Sur un autre boulot, par exemple? il y a une danseuse qui est devenue tapissière. Tapissière. Qui fait des fauteuils pour voilà. Ouais. Par exemple, on a des cuisiniers. Il y a tout genre de choses. Et l'Opéra de Paris accompagne? Alors bien sûr, on les Ouais. accompagne. Alors il y a des gens qui ont des idées très claires, qui savent ce qu'ils veulent faire, et puis il y en a d'autres qui sont même orientés pour voir quelle chose. Dans ces entretiens que je fais avec les danseurs, dès qu'ils arrivent vers 30, avant, un danseur qui a moins de 30 ans, il pense pas à la reconversion. Non. Mais quand on arrive à partir de 35, 37 ans, on commence à penser qu'est-ce que je vais faire après. Et donc, c'est là où il y a un échange et ils sont accompagnés. Oui, parce que quand on a dansé à partir de 5-7 ans, effectivement, Voilà. on Et pense c'est pas surtout à- que, quand même, le autre planning chose. d'un danseur, il danse toute la journée. On est en tournée, on est à l'opéra, donc il n'y a pas trop le temps non plus De penser à autre faire d'autres chose. choses. Ceci dit, on parlait des jeunes danseurs qui rentrent. On a 2 danseuses qui vont passer leur bac cette année, alors qu'ils sont dans le corps de ballet. Notamment la jeune Bien fille sûr. dont vous parliez qui a 17 ans. Bonsoir. Bonsoir. On Bonsoir. vous écoute. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez dansé sur la scène avec les autres danseurs de l'Opéra de Paris? Oui, c'est une bonne question. Oui, alors j'ai eu 2 moments. On parlait tout à l'heure du meilleur souvenir, du meilleur, et je ne l'ai pas dit. Mais en fait, je pense que Champagne. Voilà. Pardon. Le moment, c'est pas le plus beau compliment, mais le moment en fait le plus fort de ma carrière, c'est au moment où, dans le jury de l'école de danse, après avoir fait l'audition, j'ai été choisi pour faire partie du corps de ballet. Et le moment où on m'a annoncé les résultats en me disant tu fais partie du ballet de l'Opéra de Paris, c'est là que je réalisais que je devenais danseur professionnel, puisque jusqu'à là c'était juste danser pour mon plaisir. Et donc quand arrivant à l'opéra, j'ai vu le bâtiment, je me suis dit je vais être danseur là-dedans. C'était fort. Ouais. C'était fort. Et donc après, il y a d'abord les couloirs de l'opéra et tous les studios qu'il y a où on s'y perd. Et c'est difficile d'arriver au cours de danse. Donc il fallait attendre quelqu'un qui connaissait la maison pour arriver jusqu'au cours de danse. De voir la scène et la taille de la scène énorme avec ce théâtre qui est magnifique. Et puis le fait la première fois que je suis monté sur scène, c'est encore une anecdote. C'était dans Notre-Dame de Paris, de Roland Petit. Et j'étais donc remplaçant, puisque quand on rentre dans le corps de ballet, on est remplaçant. C'est quand quelqu'un se fait mal. Voilà. Et donc, il y a un régisseur qui s'occupe de gérer tout ça, qui, pendant le spectacle, m'a dit tu peux monter sur ce tabouret-là. Je suis monté sur le tabouret. Le sol a commencé à bouger, parce que dans Notre-Dame de Paris, le sol, il bouge. Et donc, les danseurs rentrent dos au public, assis. Et donc, j'étais assis, le sol a commencé à bouger, je me suis retrouvé sur scène, sauf que j'étais pas remplaçant de cette partie-là. Ah, vous connaissiez Donc, pas je ne du connaissais pas la chorégraphie. tout. Ça, c'est la première fois? Voilà. Oui. Ah non, mais c'est En fait, horrible. le régisseur était là, il a vu qu'il y avait personne. J'avais le même costume puisque je faisais autre chose après, donc il m'a dit assieds-toi là-dessus. Et d'un coup, je me suis retourné. Bon, c'était assez facile la chorégraphie. Il y avait un danseur devant, j'ai dû le suivre pendant. Comme pendant la boum, quoi, finalement. Oui, C'est exactement. pareil. Voilà, donc c'est ma première expérience. Et on peut Par la suite, ça a été plus agréable au moment où je connaissais la chorégraphie que je devais faire. Et on peut quand même ensuite devenir directeur de la danse de l'Opéra National de Paris, donc tout est possible. Dernière question, toute petite question. Ah, 2 questions. Ah, j'ai cru 2 minutes. Ah, on est large. J'ai l'habitude d'être timée. Bonsoir. Bonsoir. Si vous deviez danser dans une autre compagnie à l'international, qu'est-ce que ce serait si vous deviez choisir une autre compagnie, est-ce que ce serait toujours l'opéra ou vous aimeriez découvrir une autre compagnie? En fait, je suis rentré à l'opéra en étant très jeune, mais mon rêve, une fois que j'avais commencé à Cannes à voir des vidéos de danse et tout ça, c'était d'aller à l'American Ballet et de danser à New York. Mais en fait, en rentrant à l'opéra, il y a eu tellement de chorégraphes intéressants et tellement de grands ballets classiques que le répertoire, disons que m'a tellement enrichi, et le répertoire contemporain, que j'ai jamais eu le besoin d'aller ailleurs. On est pas mal à l'Opéra de Paris. Moi, je trouve. Oui, on est bien. Allez, une dernière question. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez fait pour devenir directeur de l'Opéra de Paris. Directeur de la danse. Parce que sinon, il va pas être content, Le directeur Alexandre général. Liff. Oui, en fait, au moment où Aurélie Dupont a décidé de partir, donc il y a au mois de juin de l'année dernière, il y a eu un appel à candidature, et j'ai préparé un projet en disant comment j'allais diriger l'opéra, des exemples de ballets que je voulais programmer et comment je voulais faire évoluer les danseurs. Et il y a eu toute une série d'entretiens
avec le directeur général, etc. Et donc, j'ai été choisi parmi d'autres candidats. Comme quand on passe un entretien d'embauche, un petit peu. C'était un entretien d'embauche. Je vais terminer et vous poser une dernière question, José Martinez, pour peut-être nous évoquer ce que vous vouliez faire de l'Opéra de Paris en tant que directeur de la danse. Si ça devait être un mot, ce serait lequel ? Un mot ou une couleur, tiens, je vous donne... Ouais, c'est difficile. C'est dur, hein ouais. Multicolore. Multicolore, ah bah, c'est bien, on aime bien ce mot-là. Et peut-être en une phrase, ce que vous avez envie de laisser comme empreinte. Moi, je pense qu'il faut utiliser le passé pour aller vers l'avenir et s'inscrire dans notre société d'aujourd'hui. Voilà. Très bien, de contemporain en s'appuyant sur une tradition qui a désormais plusieurs siècles. Être une compagnie d'aujourd'hui qui s'appuie sur le passé. José Martinez, directeur de la danse de l'Opéra national de Paris, merci infiniment, merci beaucoup. Merci.